Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le 15e épisode de l'émission intitulé « Se défaire de nos rages ». Dans cet épisode, vous allez surtout entendre Michel, une amie que vous commencez à connaître pour ses précieuses interventions dans Comme en passant. Alors, une fois n'est pas coutume, je procède de manière un peu étrange peut-être pour vous, c'est-à-dire que le titre du podcast, ici, Se défaire de nos rages, précède en quelque sorte le sujet, parce que je ne fais pas comme un philosophe ou un universitaire, un intellectuel, je ne cogite pas un sujet, en fait, c'est plutôt dans mes écritures, dans mes réflexions, une phrase vient. Et je considère, peut-être à tort, et peut-être que c'est très prétentieux de ma part, que cette phrase n'est pas une synthèse, mais elle vient exprimer, reformuler des choses qui sont en gestation, une réflexion un peu souterraine. Et d'un coup, il y a quelques années, cette phrase « se défaire de nos rages » était arrivée comme ça dans ma tête et je l'avais écrite. Alors dans cette phrase, se défaire de nos rages, on entend plusieurs choses. On entend déjà que on serait enragé. Alors qui c'est nous, nos rages, qui a des rages? Et il s'agirait de s'en défaire, donc il y aurait une manière de se défaire de ces rages. Et alors dans la formulation, on entend déjà qu'il ne s'agit pas de se défaire de la rage en tant que maladie, de trouver un remède, mais vous allez le voir dans l'intervention, dans la longue discussion avec Michel, il y a des connexions, des liens. On ne parle pas des rages au sens métaphorique pour rien, on ne parle pas d'excès de colère, on parle bien d'une rage. Je vous laisse écouter l'épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Alors moi, quand j'entends la question « Comment se défaire de nos rages ?», pour moi, la question est une question qui débouche sur une solution positive, créatrice, de transformation salvatrice. Et la question engage aussi à la solidarité et j'imagine une ronde. On se donne la main et puis on peut lancer la question tous ensemble. Comment se défaire de nos rages? Alors, il y a plusieurs types de rages. Les rages accumulées depuis l'enfance, les rages amoureuses, les rages professionnelles, les rages par rapport à la société environnante, donc des rages privées, des rages publiques. Et il est difficile de ne pas voir la question d'un point de vue politique. Mais voyons aussi tout de suite, peut-être, et puis je m'arrêterai et tu interviens, comment un artiste peut entendre la question. Parce que l'artiste va peut-être avoir une solution, sinon immédiate, du moins rapide, au sens où le danseur va dire « dansons », le musicien va dire « jouons du violon ou du piano ». Je vois bien un pianiste se défaire de sa rage en allant jouer je ne sais pas combien de morceaux, pas nécessairement du Scarlatti, mais des morceaux de jazz. Enfin, je vois bien même une figure, j'ai dans la tête, tu vois, un dessin ou une scène de film, où un homme qui a la rage au cœur, on dit rage au cœur, rage au ventre, va jouer du piano pour se défaire de sa rage. Alors, le danseur, le pianiste, pourquoi pas le trompettiste, le poète, on l'imagine moins, mais on imagine moins, on voit plus des activités artistiques où le corps fait corps avec l'art. Donc le corps du danseur, le corps du pianiste, il bouge. Même le corps du guitariste amateur, le corps du guitariste que je l'ai vu ça. Quand n'empêche, tu fais 3 heures de guitare, le corps c'est pas comme si j'étais danseur, mais tu fais 3 heures de guitare ou 4 heures de guitare d'affilée, après, en tout cas ça t'apaise. Pour l'instant, ça ne règle pas le problème. Ça t'apaise. Donc, oui, le mot apaisement, se défaire de nos rages, ça aboutirait à un apaisement peut-être pas définitif, parce que les rages, elles reviennent. Oui, c'est une pause. C'est une pause temporaire. C'est une petite pause. C'est une pause temporaire.
Et donc la rage prend au corps. Et l'apaisement recherché, il n'est pas simplement psychique, il est physique. Oui, il doit venir d'un... Alors déjà, par rapport au nous, moi, quand j'avais pensé cette phrase-là, je m'étais vraiment imaginé un équipage. Donc Oui. tu parles de solidarité, c'était Oui, pas oui, l'équipe de football complètement, c'était pas tout à fait la communauté de hippies, c'était vraiment l'équipage un peu enragé, mais enragé de se défaire de ses rages, tu vois. Il y a un peu, je pense qu'il y a beaucoup l'idée, dans se défaire de nos rages, il y a pas trop, j'ai moins l'idée de aller s'apaiser en écoutant de la petite musique guillerette, ce genre de choses, sans niaiser un peu, enfin devenir s'abrutir ou croire devenir des innocents, plutôt que je vois plus l'idée de fougue. Écoute, ceux qui font du rap, oui, bah moi je pense écoute, je pense d'ailleurs qu'ils se défendent leur rage. Ouais. Donc des activités qui sont des activités pseudo-violentes où le corps, c'est dionysiaque. Oui. Il y a quelque chose de dionysiaque. Même dans le guitariste, bon, tu me diras, c'est plutôt apollinien, mais le corps a besoin de s'épancher et de jeter son jus. Alors, est-ce que l'écrivain, est-ce que l'écriture te permettent oui, oui et non, mais c'est vrai que tu peux soudain, pour te défaire d'une rage, écrire un texte d'un premier jet. Ouais. Hein. Et puis même, puisque ton idée d'équipage est belle, on pourrait tous écrire un texte et puis ensuite lire le texte, parce que l'écriture c'est aussi physique. Quand tu écris un texte d'un premier jet, il y a aussi, après cette écriture, une sorte de... Tu peux être vidé, tu peux être, oui, une sorte d'épuisement, puis quand tu le revois, c'est encore autre chose. Et puis on peut être un écrivain qui marche. On a le droit d'aller... L'écrivain qui marche, il marche pas comme les autres marcheurs. Tout à fait. Donc peut-être que le texte, tout ce travail de pensée, alors le philosophe, est-ce qu'il fait ça, je sais pas, mais en tout cas l'écrivain qui marche, toute cette écriture qui va se former quand il marche. L'écrivain nietzschéen, en effet, il peut fulminer. Moi je suis sûr que ça l'aide beaucoup. La marche, en effet, oui, il peut fulminer parce que précisément ça empêche la rage de faire des chimbiliques intérieurs et au lieu de la subir, tu l'agis, je pense. Et il y a peut-être aussi un aspect de la rage que la marche ou l'effort physique nous permet de nous approprier. Parce qu'il y a des choses qui se passent à notre insu lorsqu'il y a des déploiements physiques. C'est pas que du défouloir, quoi. Non, c'est pas que un relâchement. Ça, c'est l'idée de pause, un peu, peut-être, ça va nous faire gagner du temps. Mais... Et puis, quels sont les autres types d'activités artistiques ? Bon, alors pour utiliser un exemple, alors, ça vaut depuis la plus haute antiquité, mais après tout, pourquoi pas ? Guernica. Quand Picasso a fait Guernica, il s'est défait d'une rage, et cette rage, il l'a exposée. Il y a plusieurs rages. Il y a eu la rage de ceux qui ont rasé le village, et il y a la rage de celui qui a dénoncé ça. Donc il y a plusieurs rages, et l'artiste Picasso, il a exposé une sorte de rage folle qu'il a fixée sur un tableau, et qui nous permet à nous d'être témoins réitérés de ce scandale. Donc le peintre, quand Goya râle contre l'Inquisition et qui fait des caricatures d'inquisiteurs, la caricature, courageux, c'est une façon de se défaire d'une rage politique, les grands caricaturistes. Alors là, peut-être qu'il y a plusieurs thèmes qui sont voisins. Est-ce que tu appellerais ça se défaire de sa rage ou se défaire de ses... Moi, je me méfie de la rage politique par rapport... je dis pas qu'elle n'existe pas, mais je m'en méfie pour pas
qu'à un moment donné, on soit dans une rage symbolique Ok. ou trop métaphorique. Parce que mon idée de sujet au début, enfin quand je me suis mis à réfléchir, parce que la phrase que j'avais écrite, sans trop savoir pourquoi je l'avais écrite, c'était que, on a lu tout à l'heure, on s'est lu la définition de la rage, le sens médical, et je savais plus si finalement il y avait un état comme ça vraiment chez l'homme, ou si on ne l'évoquait que par métaphore finalement, parce que en fait c'est une grosse colère. Donc quand c'est une rage à la limite une rage de poète ou une rage d'homme, une rage privée, je la comprends. Une rage publique, je crois, un peuple qui souffre, qu'en peut plus, qui a envie d'exprimer, enfin, qui est en train de goûter ou je sais pas, de subir une rage, ça je le comprends un peu. Par contre, des fois, on se méfie des intellectuels qui disent qu'ils sont enragés, quoi. Enfin je dis moi je m'en méfie pour pas que ça soit autre chose finalement, que ce soit du symbole. Oui, parce que sinon n'importe quelle cause politique va pouvoir s'emparer du concept. Par contre, pendant que tu parlais, je pensais à la chose suivante, c'est que quelqu'un d'enragé se moque complètement de la question des limites. Il y a un noyau là. Donc la transgression va de soi, la transgression de toutes les limites, de toutes les conventions. Donc se défaire de nos rages, bon, c'est une rage qu'on subit, qu'on veut agir, mais il y a les rages des autres aussi. Alors tu as raison de ne pas vouloir trop politiser ça, parce que n'empêche qu'il y a aussi quand même des situations d'impuissance sociopolitique. Tu vois, alors, il ne faut pas tomber non plus dans le panneau des politiciens qui veulent enrager et mettre à leur service. Tu vois, tu vois, parce que ça serait une façon de dire que tout fanatisme politique, c'est une rage salvatrice. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de rages destructrices, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des salvatrices. Enfin, tout le sujet de se défaire de nos rages, si on savait comment s'en défaire. Alors justement, se mettre à plusieurs, l'idée d'équipage, c'est beau. Comment se défaire de nos rages? Est-ce que tu vois ça en termes de défense par rapport à ceux qui nous l'inoculeraient? Qui nous l'inoculeraient, ou qui... Alors, on a nos propres... Oui, alors, c'est vrai qu'on pourrait dire on se défait de la cause de nos rages, mais en fait, finalement, je trouve que, comme on a beaucoup aussi dans l'idée de se défaire de nos rages, c'est qu'on a on a autant d'anciennes rages qui pèsent encore que de nouvelles. Alors après, de la rage politique, en général, elle est là parce que il y a une situation donnée, présente, qui est dite insoutenable et Par exemple, tu vois, je pense au philosophe Jaspers, qui a vécu en Allemagne à la période du nazisme, qui n'a pas quitté l'Allemagne. Il y était avec son épouse qui était juive, et il a souffert énormément de devoir se tenir à carreau. C'est évident. Il n'a jamais eu de compromission avec le nazisme, il l'a démystifié tout de suite. Alors, il devait bien être dans un état de rage intérieure par rapport justement au fanatisme nazi. Et comment s'en défaire de cette rage intérieure? Eh bien, faut sans doute extérioriser. Il y a une forme de transmutation. Alors quand il y a solidarité, il y a résistance mutuelle. Comment se défaire de nos rages? C'est aussi le thème de la résistance dans la solidarité. Et ce que j'aime, c'est comment se défaire. Donc il y a peut-être différents moyens. En tout cas, ça a l'air possible. Ça a l'air possible, puisqu'on se dit comment s'en défaire, c'est qu'on se dit que c'est possible de le faire. Quitte à se dire que ça peut revenir. Ouais. Mais comment trouver des solutions humaines pour se défaire des rages qui seraient dues à la condition humaine? Historiquement, c'est quoi déjà parce qu'on parle de la rage politique, historiquement, c'est quoi les grands moments où le peuple, où on se serait libéré de nos rages? Est-ce que la Révolution française... Bon, tu as la Révolution française, tu as peut-être la Révolution,
Je dirais pas la révolution russe, parce que le peuple... Voilà. Est-ce que le peuple était très mature? C'est plus... Parce que les guerres, c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas un bon exemple. On se défait pas de l'orage. Le grand dérapage possible, et tu as raison, ça serait le dérapage entre fanatisme et rage. Ouais. Aller massacrer le voisin, c'est pas se défaire de Non. ses rages. Non. Par contre, aller couper la tête du tyran, oui, ça, Oui. c'est peut-être plus déjà le cas. Oui. Alors, tu as le thème de la résistance. Hein. Si on prend ces gars qui vivent dans des pays où il y a du fanatisme et qui ont une rage intérieure, ils savent qu'ils ne peuvent pas se défaire du fanatisme comme ça. Ah. Oui, on ne peut pas juste... Donc, il va falloir résister. Est-ce que la résistance, c'est pas un mode possible? Une résistance à plusieurs, hein, se défaire de nos rages, résistance avec le harcèlement de l'ennemi, le courage personnel, et aussi, je pense que dans la question comment se défaire de nos rages, il y a la question comment on peut vivre encore au jour le jour avec ça, oui. Avec ça et avec le corps qui souffre. Oui, en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce sujet, c'est que on a vu que dans la rage, que ce soit la maladie, enfin le virus, ou la rage politique, la rage privée, il y a un côté nécessaire. C'est pas juste, on a eu une bonne raison passagère de se mettre en colère, c'est qu'on a vraiment des raisons profondes d'être enragé. Enfin, on ne peut pas faire autrement que d'être enragé. Et en même temps, comment se défaire de nos rages, c'est une question un peu d'urgence, je sais pas, mais c'est une question nécessaire. C'est bon, c'est aussi nécessaire que d'avoir eu la rage, enfin d'être enragé, que de vouloir s'en défaire, parce que on ne peut pas être que enragé. Ah oui, parce que si on reprend le thème de la rage initiale, pour se défaire de la rage, il faut un vaccin. Voilà, il faut un vaccin, sinon... Et c'est très simple, et donc elle ne viendra jamais. Mais d'un point de vue existentiel, c'est quoi le vaccin? Oh ben, Voltaire pourrait te dire que le vaccin, c'est peut-être de faire de la philosophie. Ah oui, faire de la philosophie. Nietzsche te dirait que l'art, l'art, il ne dirait pas la philo, il dirait l'art. Ben, l'art étant le summum de la philo. Ouais. Moi, je pense quand même que l'art permet de se défaire de nos rages. Bah, c'est ce que je pense aussi. Je pense plus que la philo. Mais c'est une position de philosophe. Je ne sais pas si c'est une position de philosophe ou une position d'artiste, à toi de voir. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si je suis philosophe ou artiste, à la limite. Je ne sais pas. C'est peut-être pas à moi de dire. Mais j'aurais tendance à dire que l'artiste peut plus que d'autres. Déjà, il est censé prendre conscience de sa rage, de se poser la question, alors que est-ce que le philosophe est toujours... Et puis il a des moyens d'expression. Oui. Comment se défaire? Tu dis comment se défaire. Donc il faut avoir l'habileté du moyen d'expression. Parce que si tu en prends conscience, ok, c'est beaucoup. Mais encore faut-il avoir les moyens de s'en défaire, et l'artiste, il a les moyens. Parce que c'est pas un système philosophique qu'il nous faut. Hein. Si c'est un concept, c'est un concept très bizarre aussi. Est-ce qu'un concept va défaire les... Pourquoi pas, hein, ceci dit, je suis pas réfractaire à l'idée. Est-ce qu'un concept... Il faut que le corps... Il y a un bouillonnement physique. Moi, j'ai l'impression qu'il faut... Il y a un bouillonnement artistique. C'est pour ça, tu vois, Kierkegaard et Nietzsche, ils peuvent s'intéresser à la question, parce que l'un et l'autre, d'abord, sont des écrivains. Et puis l'un et l'autre, ils regardent gentiment... le concept classique, et ils veulent aller au-delà du concept, puisque ce sont des artistes. Et ce sont des artistes qui savent aussi manier le concept. Eux, ils peuvent se défaire de leur rage. D'ailleurs, est-ce que... Ah, tu vas me dire, oui, mais il était malade aussi, bon. Mais je sais pas, est-ce que le oui à la vie de Nietzsche, c'est pas aussi une manière aussi de s'être défait de lui Moi, j'aurais tendance à le croire. De même, le stade de l'humour kierkegaardien, qui est au-delà du stade de l'ironie. Bon, alors, évidemment, chez Kierkegaard, il y a un côté un peu problématique. C'est que Kierkegaard, il a Dieu qui l'accompagne partout, il a le Christ. Donc, c'est quand même assez difficile à transposer quand on est athée. Mais c'est pas impossible.
au sens où tu remplaces le Christ par la ferveur intérieure, et tu peux passer de Kierkegaard à Nietzsche, pas si mal. Bon, je dis ça, mais les grands chrétiens ne seraient pas contents, parce que Nietzsche, il est quand même très renégat. Mais bon, moi, je ne suis pas du tout croyante. Donc, le oui à la vie de Nietzsche, il ne passe pas par Dieu, mais il passe quand même par une idée d'extase sacrée. Donc, il va bien falloir aller au-delà d'une vie où tu vivotes. Ouais. C'est un thème, là, Nietzsche et Kierkegaard, tous les deux, ils sont d'accord. Ne pas vivoter, sinon on ne peut pas se défaire de nos rages. Ne pas vivoter et pas de solution tiède. Ouais, c'est prendre le petit médicament et continuer comme avant, ça marche pas. Non. Non, ou alors, c'est justement une façon de garder la rage en l'affadissant et en s'y faisant. Mais on s'affadit soi-même en faisant ça, en fait. Parce que le remède nous amoindrit aussi. Ouais. Parce que tu as le thème de la rébellion. Se défaire de nos rages, c'est aussi le thème de garder l'énergie de la rébellion et ne pas céder à ceux qui veulent nous amener à des solutions tièdes. À nous faire prendre le médoc ou à crever tous les 4 jours. Ou alors à devenir comme l'homme qui a découvert le bonheur et qui cligne de l'œil, il a trouvé le vaccin pour ne pas avoir la petite rage. Parce qu'il y a la grande rage existentielle, justement, qui est le refus de toutes les solutions tièdes. Ah bah alors là, on a tous les personnages de Victor Hugo aussi. Ah, c'est bien ça. L'homme qui rit. Parce qu'il les a, les hommes qui clignent de l'œil devant lui. Victor Hugo et Dostoïevski, t'en as deux là. Tout à fait. Bon, très vaste sujet. Très vaste sujet. Mais j'associe, alors là, c'est toi qui me fais associer, je te remercie. Quand il y a une discussion entre les 3 frères Karamazov, parce que Ivan, si j'ai bon souvenir, il ne supporte pas l'idée de la théodicée, tu sais, cette idée comme quoi Dieu ne serait pas responsable du mal qui existe dans le monde. Alors lui, ça le fait bouillir. Ça, un peu fort. Bon. Et c'est très intéressant parce qu'il a une sorte de rage contre Dieu. Et c'est intéressant parce que Dostoïevski était un chrétien inquiet. Remarque, il y avait de quoi. Puis vu de quoi son père était mort, castré par ses serfs. Parce qu'il avait fait des vilaines choses. Bon. Donc, Ivan, dans les frères Karamazov, trouve qu'il n'y a pas de raison d'esquiver Dieu. Et c'est là qu'il y a un exemple terrible d'un enfant qui représente l'innocence. Et Dostoïevski demande qu'on ne pardonne pas celui qui le massacre. Alors Dostoïevski, la rage, lui, il serait enragé contre l'injustice faite aux innocents. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup ça c'est un beau thème. Et chez Victor Hugo, on peut retrouver des thèmes de ce genre. Oui, je pense aussi. Parce que finalement... Donc la rage légitime. Et surtout pas s'en défaire, parce que si on se défait de nos rages, on va laisser les salauds être violents. Enfin, je sais pas, je déborde peut-être. Non, mais se défaire de nos rages, est-ce que ça peut être aussi aller la faire éclater pour couper la tête aux salauds Moi, je ne l'ai pas pensé comme ça, mon sujet, mais il faut trouver tout... Enfin, il faut pas, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de manières de s'en défaire, peut-être. En tout cas, c'est vrai que la rage, c'est quelque chose au départ qui est subi, qui déborde la personne et qui peut être vécu comme quelque chose dont il faut à tout prix se débarrasser pour survivre. Oui, parce qu'une fois qu'on a... Bon, parce que là on parle des rages politiques, on a l'impression de voir de très loin des gens qui veulent aller faire des manifestations ou se réunissent parce qu'ils ont pensé que... Alors que... À la rigueur, la rage, elle nous est peut-être aussi arrivée à certains individus, un peu comme quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, qui avait rien demandé à personne et qui d'un coup se dit la rage existentielle, qui d'un coup ouvre les yeux, bon, je ne sais rien, mais perd des illusions et enragé de quelque chose.
La rage de vivre, la rage d'exister. On parle de fureur de vivre. Hein, fureur et rage, on en avait parlé la dernière fois. Justement, c'est pas pareil. C'était pas pareil. Parce que la fureur, elle peut être active d'un bout à l'autre. Tandis que la rage, il y a un moment où on la subit. On peut en effet la transmuer et refuser de la subir. Hein. S'en défaire, ça veut dire ne pas subir cette rage qui au départ nous submerge. Si tu veux, ça débouche sur le thème aussi de la liberté. Se défaire de nos rages, c'est le thème de la liberté. Oui, se défaire de nos rages, ça veut dire qu'elle ne nous écrase pas. Si elle nous entrave, il faut s'en défaire. Et le thème de l'équipage, ça veut dire aussi peut-être, ce thème que tu as pris, moi je pense à une ronde aussi, mais le thème de l'équipage est très bien, comme quoi les rages sont quelquefois telles que la solidarité, le cœur, l'amour, le thème de l'amour... Ah oui, on n'a même pas parlé parce que je pense plus à ça, mais oui. Est-ce que... tu dois avoir des exemples dans le cinéma, mais j'essaye toujours de faire attention à ce que ce ne soit pas le type en colère qui tombe amoureux. Tout à fait. Alors les différents moyens, évidemment, on a parlé tout à l'heure des moyens d'expression artistique. Lorsque tu écoutes la symphonie fantastique de Berlioz, là, tu as la symphonie pathétique de Tchaïkovski, extrêmement triste, et la symphonie fantastique de Berlioz. Alors, Berlioz, il utilise tous les cuivres, et ça sonne, ça résonne, et à un moment, il y a le dies irae. Il y a un moment fabuleux où tu entends le dies irae au sein d'un orchestre de cuivre. C'est assez sublime, hein, c'est grand Berlioz. Il faut l'écouter à plein tube, il ne faut pas mettre ça en sourdine, sinon c'est pas Berlioz. Et là, tu as de la peine à ne pas croire que l'artiste qui a fait ça ne s'est pas défait d'une sorte de rage et qu'il a réussi à s'en défaire. Mais lui, tu as vu les moyens d'expression qu'il a à sa disposition. Ceci étant, il ne faut pas oublier la souffrance des artistes avant de pouvoir se défaire de leur rage. Oui, l'activité de création, surtout j'ai envie de dire presque surtout d'un musicien, d'un compositeur qui doit penser tous ces détails, c'est pas juste... c'est ça. Bon. C'est ça. Je dis pas que les autres arts sont plus faciles, mais en tout cas, l'écriture, on va plus facilement tomber dans l'illusion de faire quelque chose, alors que... parce qu'il y a toujours le premier jet. Parce que c'est quand même optimiste, cette idée de se défaire de nos rages. Moi, j'ai vu ça parce que j'avais... Comment se défaire de nos rages? Tu n'as pas dit se débarrasser. Non, j'ai dit se défaire parce que je l'ai écrit 2 fois et je m'étais dit, il y a le côté un peu les jeter, un peu comme on jette, comme le lion jette ce qu'il portait sur le... Se défaire, il y a une belle idée de changer de peau aussi. On se défait de quelqu'un, on se défait de quelque chose, tandis que quand tu dis se débarrasser, tu as l'idée du poids qui soudain n'est plus, mais se défaire d'eux, tu as le geste de la liberté. Tu as le beau geste de la liberté. C'est un geste ample, tandis que se débarrasser, c'est pas un geste ample. Oui, c'est un geste de mépris. Oui. Ou d'autres choses, mais il y a aussi l'idée que on se débarrasse de quelque chose qui nous nuit terriblement et qu'on ne reconnaît, pour lequel on n'a pas de reconnaissance. On se débarrasse vraiment d'un truc qui nous ennuie, pour être poli, alors que, bon, la rage finit peut-être par nous peser, mais on lui reconnaît quelque chose quand même. C'est ça. On n'a pas de mépris tellement pour elle, je pense. On a du mépris pour ce qui nous embarrasse, dont on voudrait se débarrasser. Oui. La rage embarrassante, ça se pense pas trop comme ça. Ouais, la rage nous a fait faire vivre quelque chose, voir quelque chose. Parce que la rage nous défait, mais on peut s'en défaire. Alors là, on peut gloser sur ces 2 manières de dire défaire. Justement, si on se défait de nos rages, elle ne va pas réussir à nous défaire
Donc il y a une sorte de combat là. Moi je vois ça aussi comme une belle lutte. Ouais, il faut aller batailler un peu. Il faut batailler. Donc c'est là qu'on rejoint aussi le surhomme nietzschéen. Parce que de toute façon, il faut se les coltiner. Et on peut pas... Ouais, si. Elles sont incontournables. Il faut s'en défaire. Est-ce que ça veut dire qu'on en sera débarrassé? Peut-être pas. Oui, peut-être s'en défaire, c'est pas s'en débarrasser. Peut-être que même c'est l'acte de vouloir s'en défaire, pardon, même si au final on les jette pas si loin, mais l'acte de vouloir les défaire est tout ce qu'il faut. Si tu réussis à te défaire de tes rages, avec le rap, avec le piano, avec la danse, avec la guitare, avec je sais pas quel type de dessin, tu sauras que même si tu n'en es pas débarrassé, tu pourras toujours t'en défaire. Et là, on rejoint presque les petits trucs que j'aime bien de Beckett sur la peinture, tu sais, l'échec. Mais on refait. Il est peut-être impossible de se débarrasser de nos rages, mais c'est pour ça que c'est... il y a aussi ça. C'est pour ça qu'on s'en défait, que c'est une obligation de s'en défaire. Enfin, c'est pas pour ça, au sens, c'est une raison, la raison première, mais... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une histoire des rages, selon les moments de la vie? Comment se défaire de nos rages quand on est enfant, quand on est adolescent, à l'âge d'homme? Tu sais, tous ces textes philosophiques et tous ces textes poétiques sur les âges de la vie. Est-ce que c'est plus facile de se défaire de ces rages quand on est enfant que quand on est adulte? Est-ce que quand on est adulte, on n'a pas tendance à dire bon, bah, c'est trop tard? Ouais. Bon, il y a aussi les âges de la vie. Bah, non, mon fauteuil. Ah oui, le fauteuil. Je crois que de toute façon, c'est moi qui céderai. Bon, elle est à peu près correcte. Enfin, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les moyens d'expression. Est-ce que, par exemple, l'écrivain a moins de possibilités que le danseur? Parce que pour épuiser la rage, il faut épuiser son corps. Ou du moins, non, le danseur, il a de la volupté. Le danseur de rap, écoute. Ou de hip-hop. Ou même le danseur classique. Non. Nureyev dansant dans la Bayadère. Ou bon. Il a immédiatement, lorsqu'il saute et lorsqu'il danse, de la volupté. Donc pendant qu'il se défait de sa rage, il y a de la volupté. Est-ce que l'écrivain a de la volupté toujours? J'y crois pas trop. Ben non. Non. Pourquoi tu grattes, toi? C'est sûr que quelquefois l'écriture te permet de te défaire d'une rage, c'est vrai. Mais tu sues sang et eau, hein. Et sinon, ça m'a étonné que, en fait, dans les personnages, parce qu'il nous faudrait des personnages, on n'a pas tant de situations ni de personnages dans le cinéma ou dans la littérature d'enragés, en fait. On a des monstres, on a des gens en colère. Il y en a un, malheureusement, qui représente très bien un enragé atroce et que j'aime pas du tout comme acteur. Tout le monde en fait un plat. Je dis pas qu'il était mauvais acteur, mais c'est Michel Simon. Je supporte pas son physique. Ah, je vois pas qui c'est. Ah, il est atroce. Ah, je supporte pas. Tu vois pas qui c'est? Non. Ben, ça fait rien, mais regarde ce soir. Alors, tu veux pas regarder là? Regarde Michel Simon. Je regarderai tout à l'heure. Ah oui, non, tu peux pas tout faire à la fois. Oui, excuse-moi. Sinon, je cherche... Alors, il y a un thème, mais c'est pas le thème de la rage. Tu sais, Stevenson, Jekyll et Hyde. Ah oui, ça... C'est pas tout à fait la rage. J'y ai pensé immédiatement parce bien que sûr. c'est très proche, on a envie de dire. C'est proche. Parce qu'en plus, dans notre littérature après populaire et tout ça, on a les comics, on a le personnage de Hulk qui fait penser un peu à ça. Oui, c'est le fait d'avoir un homme qui se transforme en une espèce de bête
qui va sans limite vers la violence et compagnie. Oui, le vampire, c'est pas C'est ça, l'enragé, oui. il est pas enragé le vampire. Mais on est dans des images très proches. Mais le vampire, on l'imagine quand même toujours un peu contrôlé. Bah après, j'imagine qu'il y a T'as plein vu de le bac des légendes. vampires? Oui, ça Bon, c'est ouais, énorme ça. Et j'ai vu l'adaptation de Nosferatu le vampire La vieille, là, oui. avec Isabelle Adjani Alors, et Klosinski. c'est celle c'est Nosferatu en noir et blanc. Non, Nosferatu en noir et blanc, Ça, il j'ai est vu quand ça il y même a très longtemps. impressionnant. Ah oui, le moi premier. j'avais beaucoup aimé. Après, l'autre, ça me dit. L'autre, il est très Isabelle esthétisé. Adjani en noir et blanc, ça aurait été bizarre. Il est très esthétisé, et si tu veux, Isabelle Adjani est tellement belle femme, avec tous les décors qui vont avec, qui sont des décors romantiques, type toilette Napoléon III. Ce sont des décors. Les costumes des hommes sont aussi beaux quasiment que ceux des femmes. Hein. C'était une époque où les hommes étaient très 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 bien habillés. Que le Nosferatu en couleur avec Klosinski était beaucoup moins effrayé que le vrai Nosferatu, le premier, où le côté animal du vampire avait été bien mis en évidence. Mais tu vois pas un vampire comme un enragé. Non. Ah, puis lui, enfin, je dis pas que toutes les rages viennent des injustices, peut-être qu'il y a d'autres choses, même si ça a l'air d'être très lié, mais le vampire, lui, il n'a pas l'air de connaître d'injustice tellement. Enfin, tu me diras peut-être, hein, mais. Alors c'est vrai que cherchons dans les thèmes cinématographiques, c'est pas évident à trouver. D'abord le thème de la rage, je le cherche. Pourtant, il doit bien y avoir des films, même d'un point de vue la rage médicale. Bon, il y a les films, on en avait parlé vite fait l'autre fois, mais des zombies infectés qui courent partout, Ça, il y en etc. a. Ça, il y en a. Il y en a. Dans Morero, oui, il y en a. Mais Mais c'est pas la rage. Mais dans les films, des fois, d'espèces de zombies qui marchent pour détruire un peu toute trace d'humanité, il y a peut-être le côté allégorie sociale, d'aller faire la révolte, d'en finir avec les bourgeois. Quand ils avancent de façon inexpugnable et que finalement ils vont finir par t'écraser et te bouffer, ça ressemble un peu au processus de la rage. Par contre, on n'est pas du tout dans l'idée d'aller s'en défaire et compagnie. Non. On est dans l'idée que l'homme est complètement bouffé par l'animal, justement, et qu'il n'est plus... T'as jamais l'idée du surhomme quand tu vois un zombie. Non, là, on est dans la rage pris au premier degré. Enfin, la rage telle qu'on la voit dans un dictionnaire médical. Est-ce qu'il n'y a pas des titres de films qui commenceraient par... tiens, tu veux pas... C'est une colonne. Non, c'est en dessous, là. Regarde l'autre. Voilà, en dessous. Touche, voilà, celui-là. Ah, ça fait rien si ça s'écroule, on s'en fiche. Ici, tu comprends pourquoi j'ai pas mis de bibliothèque? Parce que ça, je veux bien, mais je veux pas qu'il soit au mur. Sinon, j'ai que des livres, et c'est pas beau que des livres. Alors, évidemment, il y a plein de poussière. Alors, est-ce qu'il y a des films qui commencent par rage? La rage du tigre. Et voilà, la rage du tigre. Voilà, film de 73. Ils doivent le citer à toute vitesse. Bon, ça ne veut pas dire que la thématique de la rage ne soit pas dans d'autres films. Il suffit pas bien sûr. Mais déjà, ça aurait été sympa s'il y avait d'autres titres avec la rage. Ben, il n'y en a pas. Bon, après, il y a dans Zola, il y a tous les personnages aussi. Mais ça serait intéressant de regarder Victor Hugo, Zola et de Dostoïevski. Remarque, c'est du boulot. Tu as facilement 6 mois de travail. Tu peux faire une thèse sur la rage dans les... Tu as quand même l'idée de pleurer de rage. Quelqu'un qui pleure de rage. L'animal, il pleure pas de rage. Non. Quand le père de Chimène dit « au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies », il pleure de rage. Alors, on pense qu'il se retient, cet homme noble. Il pleurait de rage. Alors, ça, c'est pas du tout animal. L'animal, il pleure pas de rage. Donc, c'est quoi ça? Est-ce que quand tu pleures de rage, tu te défais de ta rage? Est-ce que tu dirais, excuse-moi, c'est un peu sanguinolent, hein, c'est parce que je pense justement à Polanski. Tu sais, Polanski, il a épousé une actrice qui s'appelait Sharon Tate, qui était une très belle femme.
et qui joue dans le bal des vampires. Elle a été assassinée alors qu'elle était enceinte. Et elle a été assassinée par un groupe de dingues aux USA. Et ils étaient un groupe d'amis, une dizaine, dans une maison très luxueuse. Et le groupe de dingues est arrivé, ils ont tué absolument tout le monde dans des circonstances absolument horribles. Peu après le bal des vampires, il était tout jeune, il a 80 ans maintenant, il est frais comme un gardon, voilà un résilient. Hein. Donc il va avoir 30 ans. Donc tu vois, il en a 80 maintenant, tu vois, c'est vieux. Est-ce qu'on peut dire que ces tueurs étaient des enragés? Et ils ont tué de façon très mutilante, sans aucun sens des limites. À mon avis, dans toutes les descriptions médicales, médico-légales, tu sais, de l'époque, quand j'avais relu, bon, je suis pas sûr que ce soit le cas, mais je vois bien des médecins légistes de l'époque, même 19e, tout ça, décrire les crimes, là, tu sais, dans Pierre Rivière. Ah, c'est bien ça. Ce serait un peu. Je sais pas, je dis pas que. Je m'en souviens pas, hein, mais comment on décrit les trucs, tu sais, sauvages, etc. C'est aussi un vocabulaire, Ouais. tu sais, de dire il a massacré de manière Voilà. comme un enragé, ou tu vois, ça serait L'enragé, possible d'entendre comment ça. il tue l'enragé? Oui, comme Voilà. pas de manière humaine, on aurait envie de dire. C'est ça. Il mutile, Il mutile, il égorge. il défait les visages, tu vois, t'auras un côté un peu comme ça. Ah, quand même. Dans des films comme Yvan le Terrible, ces films-là. Oui, mais alors on retrouve le thème du tyran fanatique. Or, quand tu dis comment se défaire de nos rages, on n'est pas dans ce domaine-là. On n'est pas dans, justement, on n'est pas dans le domaine du pathologique. Le tyran fanatique, il est complètement sous l'emprise de la tuerie. Ouais. Oui, Néron, il a quand même dit à Sénèque de se trucider. Hein. Sénèque, il a dit ok, j'y vais. En même temps, je dis non Caligula, mais tu sais, au début de la pièce, quand il explique à Hélicon pourquoi il va faire ce qu'il va faire, il y a bien un peu cette idée. Il dit pas Caligula, il est hors de question qu'il soit en colère, c'est pas le sujet. Et il dit bien que c'est une vérité qui vient de lui apparaître à l'esprit à cause de la mort d'une femme, qu'il n'est pas en colère, qu'il n'est pas fou. Bon, ça reste à voir, mais n'empêche, c'est centré autour. Non, les gens vivent dans le mensonge. Tu sais, il se lève un peu d'un coup comme ça, avec éclat, et il dit, eh bien, les gens vont vivre dans la vérité, et moi, j'ai les moyens d'être leur professeur. En gros, il y a bien une espèce de rage, sinon je sais pas trop ce que c'est. Tu vois, il y a un côté peut-être un peu. Est-ce qu'on peut parler de la rage du justicier? Ouais, je pense qu'il y a peut-être ça. La rage du justicier. Donc ici, c'est le fait que tu endosses ta rage et que tu en fais une cause noble. Par contre, en tout cas, par exemple chez Caligula, parce que c'est un peu mélangé, ok, il y a des gens qui vont mourir à cause de lui, même si l'idée de base de bonne, enfin, est intéressante. Là, il n'y aura pas l'idée de s'en défaire. Ce que ça montre justement, c'est que là, comme la logique poussée jusqu'au bout mène à la folie ou à la mort, est-ce que le justicier, lui, bon, Caligula se place un peu d'un point de vue de justicier. Après, bon, Oui, mais c'est le un peu problème, c'est biaisé, que, mais oui, non, mais est-ce que tous les tyrans ne se considèrent pas comme des justiciers. des justiciers et ils vont pas se dire fanatiques, ils vont se dire justiciers. Ils vont trouver des mauvais et des bons et en effet purger. Alors après, c'est peut-être une manière de voir là justement une rage. Je vais peut-être lui ouvrir la porte. Ah bah oui, la pauvre. Voilà. Une rage destructrice Tu là. veux bien, tu le remets n'importe comment. C'est la bibliothèque de poche. En tout cas, pleurer de rage, ça arrive à des gens très bien. Pas qu'aux tyrans. Moi, j'aime bien. Comment? Alors, on pleure de rage, on est plusieurs, on pleure de rage. Comment se défaire de ça? Alors, pleurer de rage, est-ce que c'est se défaire de la rage ou est-ce que c'est une expression de la rage?
il y a une idée d'injustice, de Ouais. dépit, d'impuissance. Je pense que c'est un aveu d'impuissance Oui. causé par la rage. D'ailleurs, causé c'est bien ça que le père de Chimène. de Chimène dit. Mm. C'est un aveu Ouais, d'impuissance, désespoir. mais c'est lié à son impuissance de vieillard. Donc, c'est lié au manque de vigueur physique, la vigueur de la jeunesse. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Ouais. Bon. Donc là, évidemment, on aurait tendance à dire qu'il y a une rage du vieillard qui lui tombe dessus parce que physiquement, il peut plus trop il n'est lutter. plus dans la vigueur. Est-ce qu'on est obligé d'aller batailler pour se défaire de sa rage en grand vainqueur, tout ça, ou est-ce que il n'y a pas une manière non défaitiste d'être dans la mélancolie Ah bah écoute, là on va retrouver le stoïcien. Mm. Le stoïcien, il se défait de sa rage. Bon, c'est pas facile d'être stoïcien, mais t'as raison. Il y a un texte de Pascal qui est assez beau dans Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy, où Pascal, qui les admire beaucoup, il admire beaucoup les stoïciens, mais il a une certaine réserve, car les stoïciens prétendent pouvoir par eux-mêmes, sans le recours à Dieu, sans médiateur, être autonomes et libres, chez d'orgueil. Mais Pascal dit que quand même, il n'y a pas eu mieux dans l'histoire de la philosophie pour mettre à distance les vanités du monde et la force du moi. Or, un stoïcien, son impassibilité, c'est une façon de ne pas céder à la rage, justement. Cède-t-il à la rage? A-t-il besoin de s'en défaire? Il n'y cède pas. Ça serait alors je sais pas comment se dépatouilleraient des psychiatres, des psychanalystes avec la rage, mais Ah, c'est bien ça. c'est l'idée, qu'est-ce qui est attaqué? Est-ce que c'est le moi qui est enragé? Oh ben, ils vont te faire le coup de la sublimation. Sur moi, Hein. La redirection, sublimation, et ils vont quand même te dire que, enfin Freud en tout cas, que l'artiste est plus doué que les autres pour se défaire de sa rage ou de ses rages. La sublimation artistique étant la solution, mais bon, si tu n'as pas la sublimation artistique, ben, tu as d'autres solutions. Tu as le droit, la morale, la culture, tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise, mais justement la sublimation, c'est pas simplement de l'ordre du contrôle et de la maîtrise, c'est de l'ordre de la transmutation, du dépassement et de la création. Donc on va retrouver, parce que la sublimation, il y a une façon bébête de lire Freud, mais la sublimation, c'est quand même la puissance de la création, et ce qui fait que tu échappes à ta propre violence, parce que tu crées, c'est pas rien. Simplement Freud, il ne va pas appeler Dieu, il ne va pas dire merci mon Dieu. Hein, pas la peine d'aller chercher Dieu. Donc il y a une puissance créatrice en l'homme qui lui permet d'échapper au désastre. Et l'artiste... D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de la rage que chez l'athée, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas? De la rage que chez l'athée. Ah, c'est une belle question. Est-ce que la grosse question là de se défaire de nos rages, c'est parce que c'est facile à la rigueur, c'est de pas trop se poser la question, mais la problématique. Ah ben là, ta question est intéressante parce que Pascal, par exemple, dirait aux libertins que pour se défaire de leur rage, il faut quand même accueillir le Christ médiateur. Ouais. Pascal n'est pas dans la rage. Donc en effet, il y a une rage de la tête. Ça, il y a une belle lecture. Alors, Rousseau et son Dieu, il a un Dieu très peu chrétien. Rousseau, il te ferait un truc assez beau sur la rage de l'amour-propre. L'amour-propre enrage. Ah oui, ça, il y a de quoi faire. Je pense que ce qui rage le plus, d'ailleurs, communément, je pense, c'est l'amour-propre. L'amour-propre enrage, et l'amour-propre enrage tellement qu'il arrive à corrompre la raison. L'amour-propre corrupteur. Et cette corruption, c'est la mauvaise rage. C'est pas mal ça, l'idée, comme en plus la rage est un virus, tu sais, le côté de s'empoisonner par la rage. Finalement. Ah, tout à fait. Et alors là, Rousseau, il peut te parler de la rage de paraître, la rage de la comparaison, la rage de la réputation. Et
Et d'ailleurs, c'est très puissant, Rousseau, quand il regarde ce qu'il dit sur les intellectuels corrompus. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre ça dans toutes les mains, parce que Rousseau n'est pas fasciste, hein, il ne veut pas désintellectualiser le monde, mais la rage de l'amour-propre, c'est pas celle du père de Chimène. Il y a une rage qui est la rage d'écraser l'autre. Ouais, il y a sûrement aussi la rage. C'est pour ça que bon, mon sujet était pris. Enfin, c'est bien une manière d'aller là-dedans, puisque c'est l'idée de s'en défaire, de nos rages. Bon. Parce que les rages, je pense qu'on peut en voir après. C'est comme dès qu'on se met à cogiter un sujet, on va se dire tiens, il y en a partout. Parce que je pense aussi à tous ces moralistes comme La Bruyère, La Rochefoucauld, quand ils te décrivent ce monde des courtisans. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Parce qu'il y a on pourrait dire il y a la bonne rage et la mauvaise rage. Donc la rage de l'amour-propre, on voit difficilement le côté positif. Ouais. Bah, la rage qui nous amoindrit, la rage qui nous augmente. Bon, on revient sur des thèmes. Ceci étant, là, on va empester, l'amour-propre empeste. Tu vois, il y a un thème empesté, il ne faut pas oublier qu'empesté, il y a la peste dedans et il y a encore quelque chose qui est de l'irréversible maladif. C'est vrai. Bah, il n'est pas content parce qu'il pleut. Et tu ne l'as pas, hein. Il fait un sale. Et pour finir ce 15e épisode, j'ai demandé à une amie, Hue, de nous parler de la rage dans la culture chinoise, de ce qu'elle en connaissait, parce que je me suis dit tout simplement que on parlait peut-être seulement entre occidentaux, entre français, qu'on connaissait le sujet parce qu'on a plein de références littéraires, cinématographiques communes, mais qu'en est-il dans la culture chinoise ? Je vais parler un peu de la rage dans la culture chinoise. Moi, j'ai remarqué une petite différence culturelle, car dans la culture chinoise, on assimile la rage, cette maladie d'un chien fou, plutôt à une personne qui est méchante. Pas forcément en extrême colère, mais plutôt quelqu'un d'une extrême malveillance. Par exemple, quelqu'un qui cherche à se venger, ou quelqu'un qui est violent, sauvage. On dit en chinois « feng gou luan yao ren », c'est-à-dire quelqu'un qui est méchant contre tout le monde, comme un chien fou qui mord n'importe qui lui arrive. Et puis pour quelqu'un enragé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en extrême colère, on a une autre expression « nu fa chong guan ». C'est une métaphore très mignon qui dit quelqu'un a des cheveux hérissés qui soulèverait son chapeau. Il y a une légende derrière ce métaphore concernant un personnage historique qui s'appelle Yue Fei. Il était un célèbre général du XIIe siècle de la dynastie de Song. Il est connu comme un grand héros patriotique car sa maman lui a fait un tatouage des caractères signifient fidèle à mon pays sur son dos quand il part en armée. Il a combattu pour son pays, gouverné par les peuples mandarins, contre les ennemis, c'est-à-dire des barbares. C'était une histoire dramatique, car enfin il a perdu sa bataille. Du coup, il a écrit un poème intitulé « Nu fa chong guan ». Je suis tellement en colère que mes cheveux hérissés soulèvent mon chapeau. Je rêve de manger la viande des ennemis et boire leur sang. Or, l'histoire chinoise fait un contre-exemple. 500 ans plus tard, à l'époque du dernier empereur de la dynastie de Ming, il y a un autre général très connu, mais connu comme un grand trahisseur. Il s'appelle Wu Sangui. Il était très en colère parce qu'on lui a pris son amoureuse, une concubine presque l'âme sœur. On les a fait séparer. Il était enragé, ses cheveux hérissés soulèvent son chapeau. Et il a trahi son empereur. Il a fait entrer ses ennemis dans son pays. Eh bien, merci beaucoup, Hue, d'avoir enregistré ta voix pour
nourrir le sujet, parce que là je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que ça nourrit le sujet, c'est pas un éclairage culturel autre, de la diversité, non, c'est une pierre à l'édifice, un petit peu de nourriture à la réflexion, et puis ça nous permettra certainement, peut-être, on n'en sait rien, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, soyons fous, de récupérer ce sujet en plein vol, et puis de le prolonger, puisque il s'agit pas de traiter le sujet, il s'agit d'avoir fait beaucoup d'avancées grâce à Michel, donc c'est l'occasion encore une fois de te remercier Michel pour cette discussion, cette participation à Comme en passant, et je remercie encore Hué. J'en profite également pour remercier Zafeu, puisque c'est toujours sympa de discuter avec toi et de te rencontrer. Je remercie tous les auditeurs de Comment Passant, puisque on est souvent bien placé dans iTunes au niveau de l'écoute du podcast dans la rubrique art. Je vous invite à commenter, à mettre des étoiles, des 5 étoiles, pourquoi pas, dans iTunes. En tout cas, c'est très sympa de partager l'épisode, de le tweeter, de dire ce que vous en pensez, de récupérer, de continuer peut-être la réflexion chez vous, tout seul dans votre coin. C'est le but aussi de Comment Passant, c'est d'attiser votre curiosité, d'attirer votre attention sur certaines manières de voir les choses aussi. Donc on se retrouvera dans 15 jours, donc probablement d'ici le 14, 15, 16 juillet, pour un épisode plutôt sur, je pense, un texte de Beckett, une pièce qui s'appelle La dernière borne, que j'ai vu au théâtre il y a pas longtemps, au Théâtre de l'Œuvre dans le 9e arrondissement. D'ailleurs, je fais de la pub parce que c'est un très chouette théâtre, et je n'ai pas encore idée du prochain sujet après le 16e, donc on se retrouve aussi sur le site, sur les réseaux sociaux pour en discuter éventuellement, tout simplement pour découvrir quel sera le prochain sujet. J'ai juste envie de vous remercier, j'ai pas grand chose à dire de plus. On se quitte en musique et on se retrouve dans 15 jours, et merci encore d'avoir écouté, et j'espère vraiment que tout ça vous plaît, on est déjà au 15e épisode, mine de rien, c'est inattendu, inespéré, et c'est très sympa pour l'instant, c'est vraiment, je trouve, une chouette aventure, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de tout ça. Allez, on se retrouve bientôt, et passez un bon week-end, une bonne semaine, lisez, sortez un petit peu, aimez-vous, c'est le plus important. Allez, ciao!